Oui, je voulais. Alors, écoutez, bon matin à tous. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour une autre journée de conférence bien remplie. Donc, ce matin, on analyse plutôt les questions financières. Puis cet après-midi, on va rencontrer une spécialiste de l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Donc, pour ce matin, on a changé un tout petit peu la formule. On a deux invités plutôt qu'un seul. Donc, on a deux présentations qui vont se faire une après l'autre. On va laisser entre les deux présentations un petit peu de temps pour des questions qui proviennent de la maison. Puis pour la classe ici, on va faire les questions après la pause sous un format plus comme table ronde, comme on avait fait avec Julie Méville-Deschênes la séance précédente. Donc, pour commencer, notre premier invité s'appelle Claude Desty. Donc, Claude Desty est vraiment la personne qui exemplifie le cours qui porte sur le leadership et la participation citoyenne. Donc, Claude a fait un doctorat à l'École nationale d'administration publique qui a été soutenu en 2017. Alors, transparence totale, j'étais son superviseur de thèse. Et la thèse portait sur le rôle ou la crise, je ne sais pas trop comment le nommer exactement, du système bancaire canadien comparé au système bancaire américain à partir d'une analyse 3I. L'analyse 3I, c'est une analyse qui porte sur le I des intérêts, donc le groupe d'intérêts, le I des institutions. Est-ce qu'il y avait institutionnellement une différence marquée entre la réglementation canadienne et la réglementation américaine en matière du système bancaire? Puis après, le dernier I, c'est celui sur les idées, la représentation des idées, notamment l'idée de la déréglementation qui a eu cours dans les deux pays. Donc, c'est une thèse remarquable sur laquelle j'ai beaucoup appris. Donc, quand on a pensé à faire un thème sur la crise financière, parce qu'honnêtement, il y a un an, on anticipait qu'on serait dans une crise financière. Là, on est proche. Là, on espère que ça va arriver. Non, c'est pas vrai. Je ne nous souhaite pas, là, mais on pensait que ce serait un thème qui est important. Donc, c'est avec grand plaisir que je... Ah, puis la partie leadership et participation citoyenne, c'est que Claude est maintenant... il a été impliqué en politique municipale au départ dans l'opposition, puis après la dernière élection, le parti politique de la mairesse Évelyne Baudin a pris le pouvoir et Claude est devenu le directeur de cabinet de la mairesse de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment une implication au sommet dans la politique locale. Puis comme vous avez remarqué dans les dernières élections, il y a comme un mouvement de nouveaux maires plus jeunes axés sur des enjeux, notamment la question climatique qui est importante. Donc, bref, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Claude Desty. Merci. Merci Stéphane pour les bons mots. Bonjour tout le monde, je suis content d'être ici. Madame Méville-Deschênes, Marc Kevin, merci pour l'organisation en tout cas. C'est ça en fait, comme Stéphane l'a un peu évoqué, aujourd'hui, j'étais jadis un spécialiste des crises financières. Et je suis aujourd'hui un peu en retrait, disons, de ces sujets-là. Je suis en retrait à tout le moins, certainement, de l'académie, si on peut l'appeler comme ça. Donc, depuis ma thèse que j'ai finie en 2017, je suis un peu, disons, déconnecté. Ça va faire drôle de dire comme ça d'emblée pour une conférence que je vais vous faire sur les crises financières, mais pour être franc, quand Stéphane me dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire une présentation sur les crises financières? » J'ai dit probablement avec une fierté un peu mal placée, puis peut-être un peu rapidement, « Ben moi, certainement, moi. » Puis là, plus les semaines passaient, plus les mois passaient, je pense que c'était avant Noël, plus j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Je suis complètement déconnecté du sujet. Je m'intéresse surtout à la taxe foncière. Je m'intéresse au changement climatique dans un cadre local. Donc, bref, j'avais peur d'être un peu déphasé. Puis, mais bon. Et donc, je m'étais intéressé en plus, mon principal sujet d'analyse, c'était la crise de 2008. Donc, je ne sais pas, levez la main, là, ceux qui sont vaguement au courant de ce qui s'est passé durant la crise financière de 2008. Parfait. Pardon? Qui finit jamais. Ah, qui était né presque, oui. Non, là, j'imagine que... Donc, la crise de 2008 qui en fait... qui a commencé en 2007. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, peut-être dans le panel, tout ça. Là, je ne veux pas faire... je vais vous épargner de vous ressasser ma thèse de doctorat. Je vais essayer d'être un peu plus actuel. Et là,
bref, dans tout mon stress un peu, d'être un peu déphasé, là, je préparais depuis des semaines, je suis en train de me dire, bon, il faut que je me mette à jour sur la COVID. Ça a été quoi le rôle des interventions gouvernementales dans l'inflation qu'on vit aujourd'hui, par exemple? Puis, la COVID, moi, je l'ai vécu comme vous, mais je ne l'ai pas vécu comme un analyste financier ou un analyste de l'économie. Donc, j'essayais de me mettre à jour là-dessus. Et là, survient cette semaine, écoute, pas plus tard, ça a commencé au début de la semaine ou presque, ou peut-être vendredi avant le week-end, donc la Silicon Valley Bank. Donc, à moins que vous étiez dans une tanière cette semaine, vous avez entendu parler qu'il y a une crise financière en développement aux États-Unis, ce qui n'est pas une mince affaire, ça n'arrive pas toutes les semaines. Peut-être qu'on pourrait avoir l'impression que c'est le cas, mais il est en train de se passer aux États-Unis quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça ajoutait évidemment à tout mon trouble, à tout mon stress. Donc, puis, en fait, ce qui était particulier, c'est que puis je partage un peu l'excitation de M. Paquin qui dit on espère avoir une crise presque parce que quand on est chercheur sur les crises financières, on a une espèce de fascination un peu pour les crises financières. Donc là, on en a une belle qui est en train de se développer et contrairement à disons, la position que j'avais quand j'étudiais la crise de 2008 où je l'étudiais après, là, je l'étudiais après coup. Là, moi, pendant la crise de 2008, je me demandais juste si la maison que je venais d'acheter allait baisser de valeur. J'ai acheté ma maison en 2008 au Canada, heureusement. Mais aux États-Unis, en 2008, petit rappel comme ça, la crise financière était essentiellement liée à une bulle immobilière et a été provoquée essentiellement par des défauts de paiement de gens qui avaient des hypothèques sur des maisons et qui n'étaient plus capables de payer l'hypothèque. Donc, ils ont fait des défauts de paiement et ça a eu un effet en cascade. Sur le système bancaire. Donc là, je regarde cette semaine, cette crise-là, mais avec des yeux de quelqu'un qui a une espèce de bagage théorique un peu plus grand. Fait que je vais me permettre quand même quelques commentaires, mais je dois vous avouer que je n'ai pas eu tant de temps que ça cette semaine pour analyser ce qui se déroule aux États-Unis. Puis de toute manière, ce n'est pas le sujet de... en fait, vous allez pouvoir faire des liens avec le reste de ma présentation, mais ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. Mais je vais quand même faire quelques commentaires avant d'aller dans le vif du sujet et aller sur le thème de ma présentation, c'est-à-dire que je vais essayer de vous faire des liens entre la politique municipale et les crises financières. Donc, je vais y arriver bientôt. Donc là, cette semaine, il y a une vieille alerte Google qui s'est mise à ressonner. Je ne sais pas si vous avez ça, des alertes Google. Si vous êtes un chercheur, c'est très utile. Vous mettez une alerte Google et dès que le sujet est traité. Donc, Dodd-Frank, c'est le nom d'une loi qui a été votée peu après la crise financière sous Obama, donc le premier mandat d'Obama, et qui visait essentiellement, là, sans entrer dans les détails, à resserrer les règles pour les banques, notamment l'imposition de tests de stress. Donc, pour tester finalement les banques, là, les régulateurs allaient tester les banques à chaque 2 ans ou à chaque 3 ans pour voir si, en cas d'événement de stress financier, est-ce qu'il allait tenir le coup. Donc, une vieille alerte Google qui se met à popper cette semaine, qui ajoute à mon stress. Évidemment, sur les marchés boursiers, vous l'avez sûrement vu, tous les stocks de banques ont commencé à chuter. Et là où vous savez vraiment qu'il y a une crise financière, puis je vais y revenir tantôt. En fait, il y a des chercheurs au Fonds monétaire international qui tiennent une banque de données de toutes les crises financières depuis les années 70. C'est drôle parce que la principale manière de dater une crise financière, c'est pas tellement... oui, ça peut être une faillite bancaire, ça peut être... ça peut être une faillite bancaire, c'est à peu près la seule chose, mais en général, la datation de la crise financière, c'est quand un gouvernement intervient. Okay? Parce que souvent, les gouvernements ont intérêt à éviter les crises financières, à éviter les faillites de banques. Pourquoi? Parce que les banques, le système financier, c'est un peu ce qu'on pourrait dire une infrastructure essentielle, un peu comme presque comme des autoroutes, même peut-être plus important que des autoroutes, mais c'est comme un peu une infrastructure essentielle pour un État. Donc, les États ont vraiment intérêt à rapidement intervenir. Et là, Biden qui assure que notre système bancaire est sûr.
ce que je disais ce matin d'ailleurs, puis qui m'avait échappé un peu, puis qui en dit long un peu sur la crise probablement, parce que là, tu sais, c'est des hypothèses que je fais aujourd'hui, parce que en ce moment, on ne sait même pas si la Silicon Valley Bank était vraiment la première banque donc, qui a fait. C'est pas clair que c'est une faillite. Enfin, on ne sait même pas si c'est insolvable encore. On sait que les régulateurs l'ont repris. Les actionnaires ont probablement perdu tout leur argent. J'apprenais ce matin, justement, en allant grappiller un peu d'informations avant la conférence, que le gouvernement, et là, ça, c'est le signe qu'une crise est en cours, le gouvernement a garanti tous les dépôts bancaires de la banque Silicon Valley. Puis là, vous allez dire, ben, c'est un peu normal. Parce qu'en fait, la manière que ça fonctionne une crise bancaire, c'est que, je vais y revenir tantôt, je vous garoche une couple de concepts, c'est que la crise se matérialise souvent par une ruée vers la banque. Hein. Vous avez peut-être vu des photos dans les années 30, les gens font la file pour retirer leur argent. C'est ce qui est arrivé là. Le gouvernement, pour éviter ce genre de choses, a mis en place dans les années, je pense que c'est dans les années 30-40 aux États-Unis, des assurances de dépôt. Okay? À la hauteur de, je vous dirais qu'avant la crise de 2008, on était avec une assurance dépôt de 100 000 $. Donc, si vous avez déposé 90 000 $ à la banque, vous êtes correct. Il y a une assurance dépôt qui couvre votre dépôt. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à la banque pour retirer votre argent. Même si elle fait faillite, vous allez avoir votre argent. Mais si vous êtes une entreprise de crypto-monnaie qui a 3 milliards de dollars de déposés à la Silicon Valley Bank, ça se peut que vous soyez peut-être un peu dans le trouble parce qu'après 2008, on a augmenté ça, puis peut-être François va me corriger si je me trompe, on a augmenté ça à peu près à 200-250 000 là, pour les assurances dépôt. Donc là, ce qui est particulier, c'est justement, comme je vous dis, en 2008, la plus grosse crise financière depuis les années 30, on avait dit, OK, on va doubler l'assurance dépôt. Mais là, ce qu'on vient de faire aux États-Unis cette semaine, c'est de dire, cette banque-là, on va assurer 100% des dépôts. Même l'entreprise de crypto-monnaie, vous êtes une entreprise de la Silicon Valley, vous avez plein d'argent déposé à la banque, on vous garantit tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire des hypothèses. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la petite poche des géants, des technos, puis ils se sont fait convaincre de peut-être. Mais peut-être aussi qu'il y a des régulateurs qui ont dit aux politiciens, ils ont dit ben, il y a peut-être d'autres banques qui sont en problème aussi. Puis on ne voudrait pas que les gens se mettent à avoir, on ne voudrait pas avoir des ruées vers d'autres banques. Et là, on veut tout de suite garantir. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train de garantir tout le système bancaire au complet. Parce que si on le fait pour la Silicon Valley Bank, c'est sûr que les gens s'attendent à ce qu'on va le faire pour toutes les banques. Puis ça, c'est totalement nouveau là, comme intervention. Donc, bref, la crise financière se juge souvent à la nature de l'intervention étatique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut juger disons, de la gravité à l'intervention étatique. Donc, je vais revenir, là, mais vous allez voir que le principal point que je veux faire aujourd'hui, c'est que le système financier, ce n'est pas juste quelque chose de technique, ce n'est pas juste quelque chose qui est à la bourse, ce n'est pas juste de l'argent, puis un espèce de truc un peu excentré qui est là dans l'air. C'est quelque chose qui vit en fonction de politique publique, en fonction de réglementation, en fonction de choix que des politiciens, des politiciennes font, en fonction finalement de l'encadrement de l'État. OK? Donc, l'État et le système financier vont de pair totalement. Puis, bien évidemment, avec les taux d'intérêt, avec les banques centrales, le lien ne peut pas être plus évident. Fait quelques points rapidement, là, puis on aura l'occasion d'y revenir, là, mais juste dire quelques faits sur cette crise-là qui est en train de se développer, puis qui peut peut-être vous aider, disons, à mieux comprendre ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on est tous un peu en train de l'analyser. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le nombre de banques est incroyablement grand. Okay? Moi, ça me surprend toujours de lire ces articles-là avec la Fidelity Investment Bank. Vous allez au Vermont, là, chacune des villes a sa banque. Il y a à peu près, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au Canada, il y a 34 banques enregistrées. 34 banques. Puis vous en connaissez probablement 7 ou 8, là, les grosses banques, là, Desjardins, etc., Banque Scotia. Donc, 34 banques au Canada, aux États-Unis, ils sont 4200.
Donc, 4200 banques, ça veut dire que vous avez des institutions qui sont beaucoup plus petites, qui sont, certains chercheurs pourraient dire, par nature fragiles. De l'autre côté, ben, c'est des banques qui vont peut-être avoir un moins gros effet systémique qu'on appelle. Hein. Les grandes banques on les appelle les banques systémiques parce que leur défaut peut avoir un effet sur le système puis un effet d'entraînement. Donc, les petites banques aux États-Unis sont plus fragiles, mais leur effet est peut-être moins grand. Mais en même temps, on peut avoir des cascades de faillite et donc une crise financière qui va être amplifiée. Donc, ça c'est à retenir. Évidemment, un des effets qui semble être évident en ce moment, une des causes qui semble être évidente de la crise actuelle aux États-Unis, c'est les taux d'intérêt. Hein? On a augmenté les taux d'intérêt quand même assez rapidement dernièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour combattre essentiellement l'inflation. Et puis, il y a des parallèles à faire avec 2008, hein, parce que en 2008, je vous disais que c'est une crise immobilière qu'on a eue en 2008. Donc, les gens avaient emprunté pour des maisons. Souvent, il y avait des hypothèques un peu bizarres, là, où finalement, les gens pouvaient emprunter même avec peu d'argent. Donc, il y avait des gens un peu louches qui vous prêtaient de l'argent, même si vous n'aviez pas beaucoup de revenus. Là. Vous êtes un étudiant à l'ETS, vous pouviez emprunter probablement pour une maison j'exagère peut-être, là, mais 200 000, 250, 300 000, là, vous n'avez même pas besoin de fournir de documents d'un emploi, puis ils vous prêtaient de l'argent. Puis là, souvent, ils vous prêtaient un taux avantageux, mais ils disaient l'année prochaine, le vrai taux va kicker in, hein, comme on dit. Donc, à partir de 2004-2005, la Réserve fédérale avait commencé à réaugmenter ses taux d'intérêt et c'est là que, tranquillement, des problèmes se sont développés sur le marché immobilier aux États-Unis, donc des faillites, des défauts de paiement sur des hypothèques, etc., ce qui a entraîné finalement des problèmes. Donc, vous voyez que le taux d'intérêt, c'est pas banal. Ça a des effets, directs sur le système financier. Et même, avant la crise de 2008, c'était des hausses relativement banales. C'était des hausses de 0,25, 0,50 peut-être, tranquillement jusqu'en 2006-2007. Là, aujourd'hui, on est vraiment, j'ai plus compté les hausses, là, mais c'est des hausses de 0,75, 0,50. Puis, en fait, vous dire comment la crise est subite, je recevais mon magazine The Economist cette semaine et la première nouvelle dans la section économique, c'était que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, allait probablement augmenter les taux d'intérêt. Donc, aux États-Unis, avant vendredi dernier, on s'enlignait pour une hausse de taux d'intérêt encore pour, évidemment, juguler l'inflation. Et là, je peux vous donner un scoop, là, je serais prêt à faire un pari avec vous qui n'augmentera pas les taux d'intérêt de sitôt. En tout cas, il va prendre peut-être un petit break. On va y revenir tantôt là, sur le rôle des taux d'intérêt. Je sens trop voler de scoop là, à François qui va vous parler surtout des banques centrales et de leur fonctionnement. C'est à peu près ça mes remarques. En fait, pour peut-être terminer sur les taux d'intérêt, ce qui est arrivé, ce qui semble être en train d'arriver dans certaines banques comme la Silicon Valley Bank, c'est que la hausse des taux d'intérêt a fait diminuer la valeur des réserves de certaines banques. Donc, il y avait beaucoup comme la Silicon Valley Bank, de ce que je comprends, c'est qu'une partie de ces réserves, parce que les banques, au fond, on va y revenir tantôt encore, les banques fonctionnent avec des réserves, font des prêts, mais gardent seulement une fraction de l'argent des prêts qu'ils font. Okay? Donc, ils appellent ça des réserves de capitaux. Tout ça est réglementé, même par des accords internationaux. Donc, ces réserves-là étaient en obligations américaines, mais des vieilles obligations américaines qui donnaient des taux d'intérêt très peu élevés. Okay? Donc, les réserves de la Silicon Valley Bank étaient des actifs financiers qui ont été dépréciés dernièrement à cause de la hausse des taux d'intérêt. OK? Fait que, vous n'avez pas besoin de tout retenir ça. Tout à l'heure, j'espère que ça va faire un peu de sens, mais tout ça pour vous dire que la crise de cette semaine a des échos, me rappelle un peu 2008, même si je ne pense pas que les conséquences vont être aussi grandes, parce que notamment, c'est des plus petites institutions, mais en même temps, on va voir. Comme je vous disais, je suis aujourd'hui plus en politique municipale.
ça, c'est mon deuxième sujet. Je suis en politique municipale. Et là, ça ne faisait pas vraiment sens pour moi de venir essayer de vous parler des crises financières un peu comme un professeur. Ou en tout cas, donc, je me suis mis au défi de faire des liens entre la politique municipale et les crises financières ou avec la finance internationale. OK? Parce que, tu sais, bon an, mal an, au jour le jour, je vois des liens. Bon, évidemment, je pourrais y aller avec une facile, des taux d'intérêt qui augmentent nos coûts d'emprunt comme municipalité. Mais là, ça serait un peu facile, ça serait très prévisible, mais ça a des impacts majeurs quand même pour nous. Des impacts de centaines de milliers de dollars. Là, des taux d'intérêt comme ça a augmenté dernièrement, c'est majeur au niveau des dépenses que ça implique pour une ville. Mais il y a mais je ne parlerai pas de ça. Il y a deux sujets sur lesquels je veux revenir, les liens entre la politique municipale et la finance internationale. Et un de ces premiers points-là, je pense que tout le monde va l'avoir deviné, le principal lien entre la finance internationale et la politique locale à Sherbrooke, par exemple, c'est la crypto-monnaie. Donc, tout le monde va l'avoir deviné. Donc, quoi de plus municipal que le Bitcoin? Hein? Quand j'enseignais à l'époque, je n'ai pas enseigné longtemps, mais pendant une période peut-être de 3-4 ans à l'Université Laval, j'ai enseigné aussi à Polytechnique comme chargé de cours. Je sentais les étudiants déçus. La crypto-monnaie, c'est comme un sujet qui intéresse un peu tout le monde. Tout le monde a un peu une fascination pour la crypto-monnaie. Puis, moi, je ne pouvais pas en parler, parce que je n'étais pas un spécialiste. Puis, c'est un sujet quand même assez complexe, un sujet assez nouveau. Mais aussi, c'est un sujet, la crypto-monnaie m'apparaissait à ce moment-là, puis c'est ce que je disais, ben, écoutez, c'est un marché spéculatif, un peu déconnecté. Est-ce que ça va planter ou ça ne va pas planter? Je ne pourrais pas le prédire, mais ça ne semblait pas avoir d'impact nécessairement sur le système financier global. Ça semblait être une espèce de bébelle, un truc à côté. Donc là, on parle de, mettons, 2014-2015. Donc, puis, soit dit en passant, l'autre sujet puis je vais pouvoir y revenir, soit dit en passant, l'autre sujet sur lesquels, qui pognait toujours avec les étudiants, le sujet que les étudiants voulaient entendre parler, c'était les talons or. Donc, je vais en revenir, là, je vous rassure, parce que je sais que tout le monde a un ami sur Facebook qui dit qu'on devrait revenir à l'étalon or, puis que le système va s'effondrer, la réserve fédérale, c'est un complot. Fait que je vais avoir l'occasion d'y revenir. Vous allez peut-être avoir plus d'outils après la conférence d'aujourd'hui pour répondre à vos amis. Mais revenons à la crypto-monnaie. Ce que je voulais dire, c'est que depuis que je suis au municipal, j'ai réalisé jusqu'à quel point la crypto-monnaie avait un impact direct sur ma vie, en fait, presque, et sur la politique municipale, plus particulièrement à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que depuis 2018, la ville de Sherbrooke a grandement profité de revenus de crypto-monnaie. Ça nous a même permis de se faire un coussin financier. Ça nous a permis, parce qu'on était en 2018, nos finances étaient pas très solides. On n'avait pas de coussin financier pour s'il y arrivait une catastrophe ou, normalement, au municipal, on n'a pas le droit d'engendrer tant de dettes que ça, ou à tout le moins, on ne peut pas faire de déficit. Hein? Donc, on est obligé si on manque d'argent, on augmente les taxes. Puis augmenter les taxes au municipal, c'est pas comme augmenter les impôts au provincial ou augmenter la taxe de vente, etc. C'est quelque chose qui est tout le temps très litigieux. Ça fait la une des journaux, hausse de taxes municipales, etc. Donc, les revenus de crypto-monnaie nous ont permis de se faire un coussin financier depuis 2018 et ce coussin-là augmente et assure une position, une santé financière à la ville de Sherbrooke. Je vous entends vous demander, mais est-ce que la ville de Sherbrooke investit dans les bitcoins? Est-ce qu'ils ont engagé quelqu'un qui est particulièrement bon sur les marchés? Non, je vous rassure tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui seraient ici, ingénieurs que vous êtes, pourquoi la ville de Sherbrooke a des revenus liés au Bitcoin? Pardon? J'ai pas compris. Non.
On n'a pas investi dans le... Ouais, oui puis non. En fait, nous, on a des revenus liés au Bitcoin parce qu'on a à Sherbrooke quelque chose qui est le plus grand distributeur, disons, indépendant d'électricité au Québec. Donc, on a Hydro-Sherbrooke. OK? C'est à part, je pense qu'il y a à peu près 5-6 distributeurs locaux d'électricité au Québec qui ne sont pas Hydro-Québec, qui sont des distributeurs municipaux. Donc, on a Hydro-Sherbrooke qui est, depuis 2018, on a 3 clients qui sont des fermes de mining, qu'on appelle, qui sont venus s'établir à Sherbrooke et qui consomment de l'électricité comme c'est pas possible et qui nous permettent de générer des revenus quand même intéressants. Je vous donne un exemple là, sans aller dans les détails, mais on parle de consommation là, en 2021 puis pour moi, ces chiffres-là ne font pas tant de sens que ça, mais j'espère que pour vous, 374 millions de kilowatts. Donc, on me dit que c'est à peu près l'équivalent de 10 à 15 000 maisons unifamiliales de consommation d'électricité annuelle. Pour des revenus, des profits nets, nous, à Hydro-Sherbrooke, d'environ, pour l'année 2021, 7,5 millions. 7,5 millions, là, pour nous, c'est l'équivalent d'une augmentation de taxes de 2,5 %. Juste pour vous donner un exemple, on a augmenté les taxes cette année de 3 % si on n'avait pas eu les revenus de... Donc, vous voyez, je peux vous donner un autre exemple. C'est à peu près une piscine de quartier, 7,5 millions. C'est le même que je le vois souvent en termes très concrets. Mais là, je pense que je n'avais pas... Il me manquait une petite... En tout cas, je voulais vous montrer une image, mais je pense que je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint. Fait que ça, quand je vous dis que ça a un effet très concret, le Bitcoin, pour nous, c'est ça. On a des revenus d'électricité. Puis, tu sais, je me souviens, je disais à mes étudiants, justement, vers la fin, quand j'enseignais les dernières années, j'ai dit, je suis obligé de vous dire que c'est pas mal plus concret que je pensais, là, parce que nous, à Sherbrooke, non seulement c'est des revenus, mais en plus, ça vient avec des nuisances. Donc, nous, on a des fermes de mining à Sherbrooke qui ont évidemment des gros ventilateurs et qui causent des nuisances. On a eu des manifestations, il y avait des enfants avec des pancartes là, aux portes de l'hôtel de ville qui disaient qu'ils ne pouvaient plus dormir la nuit parce qu'il y a des ventilateurs qui refroidissaient tous les ordinateurs qui tentaient de faire le mining de Bitcoin, qui causaient de la nuisance dans tout un quartier. Ça a été même un enjeu électoral. Donc, quand je vous dis, là, pour moi, c'est devenu très concret le Bitcoin. C'est ce que je veux dire. L'autre exemple que j'aime donner, l'autre analogie municipale que j'aime utiliser quand je parle de finances, puis là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est de parler de monnaie locale. C'est un sujet qui est peut-être un petit peu moins à la mode de ce temps-ci, mais tu sais, mettons, si on remonte à 4-5 ans, il y avait beaucoup de groupes au Québec qui se créaient au municipal, là, qui disaient on va créer une monnaie locale. OK? Il y avait eu, dans les Laurentides, il y a eu, je ne sais pas si ça existe encore, là, mais le Laurentien. OK? Il y avait des groupes qui se disent, pour différentes raisons, là, qui disent essentiellement à peu près tout, on va encourager l'économie locale ou on va encourager l'activité économique locale, on va créer notre propre monnaie locale. Donc, il y avait le Laurentien dans le coin des Laurentides. Ça, c'est le plus curieux. Il y a eu un exemple aussi en Gaspésie. Je ne pense pas que ça marche encore, mais il y a eu quelque chose qui s'appelait le demi. Un reportage du téléjournal sur le sujet. Le demi, imaginez-vous donc, c'est quelqu'un qui s'est mis à couper des 10 $. Cette monnaie-là était acceptée dans certains commerces. C'était en Gaspésie. Donc, en passant, c'est illégal là, de couper des monnaies. On ne peut pas trouver non plus des monnaies. Mais, donc, monnaie exclusive à la Gaspésie. Un exemple un peu plus sérieux, je vous dirais, c'est en Angleterre, le Bristol Pound, okay, qui est un peu l'exemple parfait de la monnaie locale, ou en tout cas de la monnaie dont les groupes en général au Québec, parce que moi, j'ai participé à ces groupes-là de discussion sur des monnaies locales. Et en général, on s'inspire souvent de la Bristol Pound. La Bristol Pound, la manière que ça fonctionne, puis la manière que toutes les monnaies fonctionnent, en fait, c'est pas une vraie monnaie.
C'est une monnaie que vous achetez avec une autre banque. Dans le cas du demi, c'est évident, ce n'est pas une vraie monnaie, c'est vraiment un 10 canadien qui est coupé en deux. Mais dans le cas de le Laurentien, de la Bristol Pound, dans le cas de la Bristol Pound, si vous voulez 20 Bristol Pounds, vous prenez 20 pounds, 20 livres sterling anglaises, puis vous achetez une monnaie que vous pouvez simplement dépenser dans la ville de Bristol. Donc, vous êtes en train de vous contraindre à acheter avec cette monnaie-là, simplement dans des commerces qui vont accepter cette monnaie-là. OK? Donc, on s'entend que si vous voulez acheter local, vous n'avez pas besoin d'une Bristol Pound. Vous pouvez dépenser, ou si vous voulez acheter local au Canada, vous pouvez dépenser vos dollars canadiens dans un commerce canadien. Donc, c'est pour ça que souvent, en fait, toujours, ces monnaies-là n'ont jamais vraiment d'effet sur l'activité économique d'une localité, d'une ville. Peut-être que vous pourriez être en affaires si, étant donné que c'est des beaux billets, les gens achèteraient vos Bristol Pounds puis ils ne les dépenseraient jamais. Hein? Là, peut-être que vous seriez en affaires. Imaginez que 20 de vos Bristol Pounds sont des objets de collection. D'ailleurs, si vous cherchez, il y en a sur eBay. C'est des beaux billets. Imaginez demain matin, vous partez de monnaie, les gens l'achètent puis la dépensent jamais. C'est un peu comme il y a un exemple qui existe là-dessus en réalité, c'est le dollar américain. Le dollar américain, on pourrait y revenir tantôt aussi. Je vais revenir sur beaucoup d'affaires. Le dollar américain aujourd'hui, une certaine proportion est émis en dollars américains, mais est gardé dans des réserves de banque centrale qui les gardent comme réserve. On peut faire un autre parallèle avec la monnaie locale, au-delà du dollar américain, qui est une monnaie de réserve pour plusieurs banques centrales. Moi, ce que ça me fait penser, une monnaie locale qui est attachée comme ça à la monnaie nationale, ça me fait penser justement à l'étalon or. Hein, l'étalon or, c'était ça, là, mettons, si on enlève tous les détails et toutes les subtilités du fonctionnement de l'étalon or, c'était quoi? C'était la quantité d'or dans l'économie, la quantité d'or existante qui fixe finalement la valeur de votre monnaie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des découvertes d'or en Californie, en Amérique du Sud, ça crée de l'inflation. Ça veut dire que la monnaie vaut moins. Fait que là, on est là-dedans. On est dans une monnaie finalement qui est essentiellement ancrée avec une autre monnaie. Et ça, ça limite les possibilités. Ça limite les possibilités parce que finalement, vous n'avez pas de création de monnaie. Okay? Vous n'avez pas de nouvelle monnaie. Vous avez juste la monnaie nationale qui est échangée pour une monnaie locale. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous êtes Sherbrooke, mettons, puis vous voulez vraiment créer de l'activité économique? Donc supplémentaire à la monnaie qui existe déjà dans votre localité, vous pourriez créer votre propre monnaie, mais je vous dis tout de suite, vous n'avez pas le droit. Là. Mais c'est un exercice. Okay? La banque centrale vous empêcherait ou la monnaie royale vous empêcherait de le faire. Mais si vous voulez le faire, vous pourriez très bien dire, Sherbrooke demain matin pourrait très bien dire, j'émets 100 000 $ de monnaie. De l'argent de Monopoly, là, qui n'est pas comme reproduisible. Là, mais on pourrait dire, on imprime 100 000, la ville de Sherbrooke pourrait se payer un service. On pourrait dire, quelqu'un qui va l'accepter, ça pourrait être, nous, on fait des contributions à des festivals. Là, je ne sais pas, on donne 100 000 $ à un festival, on dit, je vais te payer en monnaie locale. Là, vous allez me dire, ouais, mais les gens, ils n'accepteront pas ça, cette monnaie-là. Ça ne vaut rien. Moi, je veux de l'argent canadien. Mais si vous disiez, je vais accepter cette monnaie-là en retour pour le paiement des taxes. Ou si vous dites, la monnaie que je viens d'émettre, le 100 000 $, si vous le ramenez à la ville, vous pouvez payer vos tickets de stationnement, vous pouvez payer vos tickets de bibliothèque. Là, vous avez un système déjà où vous avez comme créé de la confiance en la monnaie. Vous avez peut-être un 100 000 $ que vous avez comme ajouté de l'activité économique pour à peu près 100 000 $. Le problème, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont courir pour aller payer leurs taxes pour dire, moi, cette monnaie-là, je ne fais pas trop confiance. Je paye mes taxes tout de suite. Donc, l'argent revient. Donc, la monnaie que vous avez créée vient d'être détruite un peu. Donc, si les gens reviennent, puis ils payent tout, mais vous avez peut-être la chance qu'il y en a 20 % qui va rester en circulation. OK? Puis là, vous allez avoir créé peut-être pour 20 000 $ d'activité économique supplémentaire à ce que vous aviez comme monnaie nationale au début. Mais là,
Imaginez, vous vous dites, moi j'ai écouté Claude Dostie, puis je pense qu'on peut faire plus, on peut créer plus d'activités. Puis vous dites, on en a imprimé pour 500 millions. OK? Tant qu'à y être, on va vraiment stimuler l'économie locale. Mais là, vous avez peut-être un petit problème. Parce que si vous imprimez pour 500 millions, juste pour vous donner une idée, les revenus de taxes à Sherbrooke, c'est à peu près 240 millions. Donc là, vous êtes en train, vous pourriez dire, oh, je vais en imprimer 240 millions. Tu sais. Mais mettons que vous devenez gourmand, puis vous en imprimez 500, bien, vous allez peut-être vous ramasser avec des gens qui vont dire, c'est pas ça qu'ils en impriment beaucoup d'argent, eux autres, à Sherbrooke, là. Je pense que je vais aller l'échanger. Bon, en admettant évidemment que votre monnaie est échangeable parce que souvent, ça va faire profiter, ça va créer de la confiance. Hein. Si votre monnaie, vous pouvez demain matin non seulement payer des taxes, mais aussi peut-être la rééchanger en monnaie canadienne, ça peut aider. Fait qu'imaginez que les gens viennent et disent, ils ont imprimé 500 millions, moi je ne prends pas de change, j'ai reçu ça, puis là, tu sais, Puis imaginez qu'il y a plein de monde qui le font, ben c'est un peu dans une ruée vers la banque, hein. Un peu comme ce qu'on a vu à la Silicon Valley. Vous avez quelqu'un qui a créé une monnaie, puis les gens ils disent non, non, je vais retirer mes billes. Fait que vous avez une crise financière sur les bras avec une monnaie que vous avez créée. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça, puis François va probablement vous en parler encore plus de long en large sur la politique monétaire. Au fond, si vous avez imprimé pour 500 millions de monnaie locale, vous avez eu une politique monétaire peut-être un peu trop dangereuse. Okay? Vous avez imprimé trop de monnaie. Passons aujourd'hui au vrai système financier. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Premièrement, une municipalité ne peut pas imprimer de monnaie, mais le gouvernement et la Réserve fédérale peut le faire. Comment aujourd'hui la monnaie est créée dans notre système actuel? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? C'est presque ça. Aujourd'hui, la monnaie, c'est pas des... La monnaie papier, la monnaie canadienne, moi, j'en ai jamais. C'est toujours... Moi, c'est ma carte de crédit, c'est mon compte en banque. J'ai jamais de monnaie papier. La monnaie papier, ça existe presque plus. Oui, on a une autre question. Comment? C'est le crédit. Exactement. Donc, en fait, juste pour terminer l'exemple, je veux juste que... Puis l'essentiel de ma présentation va porter là-dessus. Ce que je veux que vous reteniez de mon exemple municipal, c'est que si vous créez trop de monnaie, vous créez une crise financière. OK? Vous vous mettez dans le trouble, puis là, je n'entrerai pas dans les détails, c'est un exemple stylisé un peu là, pour comprendre que si on exagère, ça peut faire en sorte de briser le système monétaire local que vous avez essayé de créer. La différence aujourd'hui, oui, vous avez raison, monsieur, c'est que la monnaie est essentiellement le produit de la création de crédit. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes, oui. Bien, actuellement, ce que je comprends de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement en train de prêter de l'argent aux banques. Sûrement que la Réserve fédérale, en ce moment, fait des prêts à certaines banques pour assurer qu'ils sont capables de payer leurs déposants. Mais je dirais que c'est plus le problème inverse. Aux États-Unis, actuellement, c'est probablement plus qu'on a des banques qui sont trop endettées, en fait. Et là, les États-Unis viennent un peu gérer. Tu sais, dans mon cas de Sherbrooke, normalement, si Sherbrooke a eu de la misère à rembourser, c'est 500 millions de monnaie locale. Puis si Sherbrooke avait été une banque, parce qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui créent la monnaie, je vais y revenir, mais on aurait fait appel à la Réserve fédérale, on aurait fait appel à la Banque centrale pour dire « fournis-moi de l'argent le temps que la panique se tasse ». Et en admettant qu'on est solvable, en admettant qu'on n'est pas trop endetté, bien, ces mécanismes-là peuvent permettre à la banque de survivre. Mais je ne dirais pas que... Après ça, la question de savoir si cet influx d'argent-là de la Réserve fédérale crée trop de crédit, je
je dirais que le principal problème actuellement, c'est que quand on sauve, c'est pas tellement ça la considération actuellement, la crainte qu'on peut avoir. La crainte qu'on peut avoir actuellement, c'est que en sauvant des banques comme ça, on crée ce qu'on appelle un aléa moral. C'est-à-dire qu'on sauve des banques puis on est en train d'envoyer le message à d'autres banques, à d'autres déposants, qu'on va toujours leur sauver les fesses un peu. On va toujours, tu sais, c'est correct, le gouvernement s'en occupe. Là, il faut que j'accélère un peu. Donc aujourd'hui, la différence, c'est que la monnaie est essentiellement le produit de la création de crédit. OK? Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Karl Marx qui le dit, c'est la Banque d'Angleterre. OK? Si ça vous intéresse, prenez en note cet article-là. Si vous lisez un peu l'anglais, il y a aussi, ils ont publié 2 articles. Donc, c'est 2 chercheurs de la Banque d'Angleterre qui ont sorti un article en 2014. Ils ont fait un beau vidéo aussi, là, très, très geek, là, où un des auteurs parle devant une pile de lingots d'or là, pour expliquer la création monétaire. C'est super intéressant. Donc aujourd'hui, la monnaie est essentiellement le produit de la création de crédit, je le répète, et la politique monétaire est essentiellement une modulation de ce prix-là du crédit. OK? Donc, comment ça marche aujourd'hui? Comment nos auteurs de la Banque d'Angleterre, donc je vous le dis, j'utilise un argument d'autorité aujourd'hui, c'est la Banque centrale d'Angleterre qui nous dit, excusez pour la citation en anglais, ils disent que les banques commerciales créent la monnaie sous forme de dépôt bancaire. Donc, si vous allez prendre une hypothèque, ce qu'ils nous disent, au fond, c'est que si vous allez prendre une hypothèque demain matin, la banque ne vous donne pas 200 000 en cash dans une valise. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créditer, comme monsieur le dit, là, ni plus ni moins, ils vont créditer votre compte de 250 000 pour que vous puissiez acheter la maison. Et c'est à ce moment-là que la monnaie est créée. La monnaie est créée sous forme de crédit. OK? Et après, la banque s'organise pour avoir des réserves suffisantes pour pouvoir dire au régulateur, je suis correct, j'ai fait ce prêt-là de 250 000, mais j'ai une petite réserve à côté, donc s'il ne paye pas, tu sais. Donc, l'espèce d'exemple qui, ce qui est expliqué dans les manuels d'économie, qu'une banque, c'est un endroit où vous allez déposer de l'argent, ils mettent ça dans un petit coffre, puis après, quand il y a quelqu'un qui veut emprunter de l'argent, bien là, ils regardent dans leur petit coffre s'ils ont assez d'argent pour vous prêter, puis là, ils vont sortir l'argent, puis ils vont vous prêter de l'argent de leur petit coffre, là. Quand il n'y a plus assez de personnes qui ont déposé de l'argent, ben là, ils n'en ont plus dans leur petit coffre, fait qu'ils ne peuvent plus en prêter. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les banques évaluent s'ils peuvent vous prêter de l'argent, si vous êtes solvable, s'ils ont les moyens, si les marchés sont bons, s'ils pensent que vous allez les repayer, mais ils ne sont pas en train de se demander est-ce que j'ai assez de dépôts ou quoi que ce soit. OK? Donc, c'est vraiment plus l'inverse. C'est-à-dire qu'on va créer la monnaie, on va créer le crédit, et ensuite, on va s'arranger pour respecter nos obligations réglementaires. Mais là, vous allez me dire, OK, mais là, ils peuvent-tu vraiment créer ça avec un bouton? Qu'est-ce qui peut les arrêter d'en créer trop? Qu'est-ce qui peut, tu sais, ça n'a pas de bon sens? Bon, les limites à la création de crédit, c'est quoi? C'est les forces du marché. Comme je vous disais, les banques ne prêtent pas à n'importe qui, n'importe quoi, sauf peut-être pendant 2008. Là, peut-être parce que ça arrive, en fait. Les banques, ça se peut qu'ils investissent dans des trucs qui, finalement, ne rapporteront pas. Ils peuvent prêter à quelqu'un qui ne payera pas son auto. Ils peuvent prêter à une entreprise que peut-être que vous avez une idée super bonne, une invention que vous voudriez commercialiser, vous allez peut-être avoir un prêt bancaire, mais peut-être que ça ne marchera pas, votre truc. Puis là, la banque va se retrouver avec un prêt peut-être qui ne sera jamais remboursé. OK? Donc, ça arrive. Les banques doivent prêter pour des trucs qui vont finalement rapporter, doivent gérer les risques. Ils doivent respecter aussi la réglementation sur les capitaux propres. Je vais revenir. En général, là, juste pour vous donner une idée, là, avant la crise financière, les capitaux propres, c'est quoi? C'est les capitaux, c'est les réserves. Donc, c'est les réserves qu'on adosse à nos prêts. C'est un peu notre argent qu'on peut décaisser facilement. C'est notre coussin. OK? Donc, si les prêts ne vont pas bien, avant la crise de 2008, on était dans des réserves d'à peu près 7-8 gros maximum. 7-8 ça veut dire ça que si vous prêtez 100 000, là, ça veut dire qu'ils gardent 8 000 on the side au cas où vous ne payez pas. On a augmenté ça pour les banques plus importantes, pour les plus grosses banques. On a augmenté ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, François les a, mais à 12, à 13, à 14 Tout ça, c'est des ententes internationales. Mais on a doublé ça.
On va le voir tantôt, mais là, je commence à penser que j'aurais plus le temps de le voir là, parce que je parle beaucoup. Il y a des auteurs qui commencent à dire on devrait augmenter ça à 50 puis on devrait peut-être augmenter ça à 100 aussi. OK? Donc, la réglementation limite la création de monnaie. Et, bien, évidemment, il y a le comportement des acteurs économiques. Ça se peut que vous ne vouliez pas emprunter, même si la banque peut inventer de l'argent ou inventer un prêt, ça se peut que vous ne vouliez pas parce que vous dites hey boy, à 6 l'hypothèque. Donc, ça limite aussi. Mais la contrainte ultime, c'est évidemment la politique monétaire. Et la politique monétaire, pourquoi? Parce que ça fixe le prix du crédit, puis justement, ça va conditionner à peu près tout le reste. Ça veut dire la gestion de risque des banques, ça veut dire la volonté des banques de prêter, votre volonté à vous d'emprunter, etc., etc. Donc, vous avez beau chercher, là, vous allez faire le tour. Faites le tour, googlez cause de crise financière. Ça ici, c'est Detzer et Hansjörg qui ont fait une revue de littérature des auteurs qui ont parlé des causes de crise financière et c'est toujours la même chose. Une des principales causes des crises financières, c'est l'expansion de crédit, le credit expansion, c'est la création excessive de crédit. Tout le monde s'entend là-dessus, que ce soit par des banques, que ce soit par des États, que ce soit par des particuliers, la création excessive de crédit est toujours une cause des crises financières. Ça, c'est eux qui le disent après une revue de littérature. Irving Fisher, dans les années 30, discutait de d'autres facteurs et dit finalement, le facteur le plus important, c'est le surendettement. Donc, le surendettement des entreprises, le surendettement des ménages. Paul Krugman, qui étudiait un peu plus les crises financières au niveau international dans les années 90, disait qu'essentiellement, ce qu'il faut pour prévenir les crises financières, c'est de décourager l'usage excessif de crédit. Reinhard et Rogoff, qui ont écrit un superbe livre sur 700 ans de crise financière, disent essentiellement la même chose. Les crises sont le produit d'une accumulation excessive de dettes, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par les banques, que ce soit par les entreprises ou par les consommateurs. Pourquoi les gens vont accumuler du crédit d'une manière excessive? C'est ça la grande question. Parce que je vous disais tantôt, ouais, ça se peut que vous ne vouliez pas emprunter, ça se peut que les banques sont quand même prudentes, ils ont comme un modèle d'affaires, ils veulent pas, il n'y a pas une banque qui veut faire faillite non plus. T'sais. Donc, on est dans un système privé où finalement, si vous faites des prêts qui ne fonctionnent pas, si vous créez un peu trop de crédit, ce n'est pas dans votre intérêt. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent? Ce qui est important, c'est le facteur psychologique. Je sais que le thème de la rencontre, de la conférence, c'est un peu depuis les années 90, donc les crises financières depuis les années 90. Dans les années 90, on a eu, comme vous voyez, ça ici, c'est les crises financières, les crises bancaires, des auteurs donc, que je vous parlais tantôt qui s'occupent de faire de compter toutes les crises financières depuis les années 70. Puis vous voyez, dans les années 2000, jusqu'en 2008, on avait une accalmie quand même assez grande. Et on a appelé ça, après ça, la grande modération. Enfin, on appelait ça même à l'époque la grande modération. Donc, on était dans une période où finalement, on n'avait pas vraiment de crise financière. On avait l'impression qu'on avait géré les cycles économiques d'une manière à peu près parfaite. Alan Greenspan, que vous connaissez peut-être, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'était le président de la Réserve fédérale. Il a fait 4 mandats. Et il y avait des livres qui étaient publiés sur lui. Il y en avait un, le titre, c'était « Le Maestro ». Donc, on pensait qu'Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale américaine, était un maestro et contrôlait l'économie, réussissait à augmenter les taux d'intérêt juste au bon moment, mais pas pour créer une crise financière. Il diminuait juste au bon moment. Et quand je vous parle de facteurs psychologiques, c'est ça. C'est qu'au fond, il y a plusieurs auteurs qui nous rappellent qu'une période d'accalmie peut créer une distorsion dans la perception des consommateurs, une distorsion dans la perception des banques et qui va peut-être les encourager à prendre des risques inutiles. Donc ça, c'est dans les années 90. Il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres auteurs aussi, si jamais ça vous intéresse,
qui ont insisté sur le sujet. Reinhard et Rogoff, que je vous parlais tantôt, qui ont écrit un livre sur 700 ans de crise bancaire. Le titre de leur livre, c'est « This time is different ». Aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Avant la crise financière de 2008 et la montée de la bulle immobilière, tout le monde se disait « Ouais, mais l'immobilier, ça monte tout le temps. L'immobilier, ça monte tout le temps, il n'y a pas de problème. On peut pas. » Puis on n'a jamais eu une crise immobilière globale dans tous les États-Unis. Habituellement, les crises immobilières, c'est local, c'est en Californie, ça va être dans un État, en Floride, quelque chose comme ça. Donc, le facteur psychologique, autant chez les régulateurs, autant chez les consommateurs, est très important dans le build-up d'une crise financière. Robert Shiller aussi, un prix Nobel que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs livres. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a un cours en ligne, là, je fais de la compétition à l'ETS, je suis désolé, mais il y a un cours en ligne, Yale Open Courses, Robert Shiller, tout son cours je pense que c'est les fondements de la finance, est disponible en ligne. C'est un prix Nobel. Il a écrit beaucoup sur il a écrit un livre qui s'appelle Irrational Exuberance. Et lui, il parle du New Era Thinking. Donc, la pensée qu'on est dans une nouvelle ère, que les choses ont changé, qu'on est dans les années 90, puis qu'Internet a augmenté notre productivité, puis que c'est normal la bulle techno, c'est normal la bulle dans les années 90. Donc, je sais que même avant la bulle immobilière des États-Unis, pendant la bulle immobilière, ce qu'on disait au Canada, par exemple, c'était que c'était la Chine qui achetait toutes les maisons au Canada, aux États-Unis, ou que finalement qu'il y avait un marché et que ça n'allait jamais s'effondrer. Bref, l'aspect psychologique a été traité par plusieurs auteurs. Je vais passer rapidement là-dessus pour vous donner quelques données. Donc, nos auteurs que je vous parlais tantôt ont Lavin et Valencia, si ça vous intéresse, ont identifié 3 types de crises. Les crises bancaires, les crises monétaires et les crises de dette souveraine. Je n'irai pas dans les détails, mais en gros, c'est assez facile à dire. Là. Les crises bancaires, c'est quand une banque fait faillite ou quand un État va intervenir pour sauver les banques ou pour les nationaliser. Les crises monétaires, c'est quand votre monnaie chute, ils se sont mis un barème, là, 20 mettons. Crise de dette souveraine, c'est quand un État n'est plus capable de payer ses dettes et qui doit restructurer ses dettes. Donc, vous voyez que, et de loin, ce sont les crises monétaires qui sont les plus, depuis les années 70, qui sont les plus nombreuses. Et ce qui est intéressant aussi, si vous regardez, puis je pourrais vous partager la présentation, c'est ce qu'on appelle les twin crises, donc les crises qui finalement ont plusieurs dimensions. Vous avez au milieu les crises qu'on pourrait dire systémiques, là, qui sont de 3 natures, donc qui sont finalement des crises bancaires ou des crises monétaires qui vont se transmettre au système bancaire, qui vont se transmettre après ça en crise de dette souveraine. Mais ce que vous avez souvent, c'est des crises monétaires qui se transforment en crise bancaire et des crises monétaires qui se transforment en crise de dette souveraine. Pourquoi? Bien, si votre monnaie diminue rapidement une journée et que vous êtes endetté en dollars américains, bien, vous avez un problème parce que vous devez remettre en dollars américains. Vous devez payer avec votre monnaie qui vaut 20 de moins. Vous devez rembourser une dette en dollars américains. Donc, on pourra, si vous avez des questions après. 2, 3 petits slides en terminant. La durée d'une crise financière, c'est à peu près tout ou pas tout. Hein. C'est soit 1 an, soit 5 ans. Entre les deux, il y en a un petit peu moins. Mais ça, c'est la durée d'une crise financière en général. Donc, ça peut être très long. La crise financière de 2008 a duré facilement, on pourrait dire, 10 ans. Ah oui, il y en a qui l'ont vu. Je vais terminer avec ça. Il y a un fait assez intéressant, mais qui est quand même un peu cocasse, puis peut-être un peu anecdotique, mais les crises bancaires commencent presque tous dans le même mois. Est-ce qu'il y en a qui pensent savoir quel mois c'est? Novembre. Oui? Mars? Non. C'est ça. C'est septembre. Donc, il y en a qui disent, puis je termine là-dessus, dans mon autre vie, j'étais aussi journaliste financier, puis j'aimais écrire sur des études universitaires qui, justement, s'intéressaient aux facteurs psychologiques. Et il y a beaucoup de chercheurs qui font des corrélations entre, on appelle ça le mood, ou disons, comment on pourrait traduire le mood ou
dans votre état d'esprit, l'état d'esprit et les fluctuations sur les marchés boursiers. OK? Donc, est-ce que votre état d'esprit peut avoir une influence, l'état d'esprit collectif peut avoir une influence sur les marchés boursiers? Et il y en a qui ont fait des études pour dire que l'automne, diminution de la luminosité, impact sur votre état d'esprit. Vous regardez votre compte de stock en ligne, vous dites ça va descendre, ça va descendre, ça va pas bien. Il y a même une étude qui est sortie pour essayer de faire un parallèle entre si votre équipe sportive gagne ou si votre équipe sportive perd, est-ce que ça affecte les marchés boursiers? Et je vous le jure, ils ont trouvé une corrélation. Pour le foot, parce que le foot pouvait avoir un échantillon quand même assez grand. Donc, si votre équipe perd au foot, ça a été corrélé avec une chute de la bourse nationale la journée suivante, notamment à cause de votre état d'esprit. Donc, écoutez, merci pour votre écoute. Merci pour les réponses aux questions. J'ai pas mal fait le tour. J'avais des suggestions de lecture, mais j'en reviendrai peut-être. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de questions de la maison pour le moment. OK. Ben, donc, sans transition, on va passer à la... Je vais changer la présentation. Oups là. Je ne le vois pas trop. C'est-tu pas Zoom? Celui-là? OK. Alors, CTRL-L. Tu peux gérer ça? Bon. Donc, comme je disais, on passe à la deuxième présentation de la journée de la présentation de François Claveau. Donc, François Claveau est un professeur agrégé à l'école, au département de philosophie d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, où il détient une chaire de recherche du Canada, ce qui est dans le milieu académique une haute distinction en épistémologie pratique. Il a une formation multidisciplinaire en philosophie, en économie, en sciences politiques et aussi dans le domaine des études sociales. Et c'est un des grands spécialistes reconnus dans le monde sur la question des banques centrales. Une de ses dernières publications avec deux collègues portait justement la traduction en français, c'est « Les banques centrales servent-elles nos intérêts ?» Et donc, c'est de ça, en gros, qu'on va parler pour la deuxième partie du cours. Donc, François, je te laisse la parole. Merci. Super, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Sur les problèmes avec ces micros-là, j'ai envie de me baisser. Là, ça fait des choses. Je vais les monter, c'est bon? Excusez-moi pour la cam. Ça va? Parfait, je pars ça. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, l'organisation. Merci d'être là. Donc, merci beaucoup, Claude, pour la première partie. Je vais descendre les micros. Ouais. Ouais, bon, je vais peut-être pas essayer ça tout de suite. On va voir si ça va bien. Parfait. Attendez, je vais juste bouger ce petit écran-là, si je peux, parce que je vais cacher mon nom de ce bord-là. Donc, je m'appelle François. Donc, je vais parler des banques centrales. Donc, c'est un peu plus concentré donc, sur une organisation et l'histoire de cette organisation-là, dans le cadre, bien sûr, de la gestion financière et bancaire des sociétés modernes. Je pense que c'est la première fois que je fais une conférence grand public sur les banques centrales. Je travaille sur les banques centrales depuis 2015 et je fais plein de conférences sur les banques centrales dans des cercles de spécialistes. Donc, je suis très, très heureux d'être ici. Il fallait que je revisite mon matériel pour me dire qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Nous, on adore. Hein? Pour nous, c'est passionnant. Les banques centrales, c'est passionnant. Oh, attention, les techniciens arrivent, j'ai fait quelque chose de pas correct, ça va remonter. Ah. On peut partager les liens. Donc, nous, on trouve ça passionnant. Et une chose qui nous surprend toujours, c'est à quel point les banques centrales, malgré leur importance dans... je peux m'écrire pour tout le monde. Malgré leur importance dans les démocraties contemporaines, comment ça se fait que les gens en parlent si peu? Et je me suis rendu compte à un moment, quand j'avais des discussions autour d'une bière, disons, avec des gens, avec mes cercles d'amis, que je parlais des banques centrales, que les gens avaient des représentations vraiment variées des banques centrales. Ma préférée, c'est que quelqu'un m'a révélé
parce que c'était mon ami, donc il n'était pas trop gêné de le faire, que pour lui, une banque centrale, jusqu'à temps que je lui explique c'est quoi, pour lui, c'était un centre de données. Un centre de données massif avec plein de données. Donc là, j'imaginais que pendant 15 minutes, moi qui parlais des banques centrales, il était vraiment largué. Hein. Donc, c'est pas du tout, hein, une banque centrale, c'est pas du tout un centre de données. La banque centrale, c'est quoi? C'est l'organisation dans toutes les zones monétaires aujourd'hui qui a un pouvoir spécial, qui est d'avoir le monopole de l'émission de la monnaie à cours légal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, ça veut dire que n'importe qui dans une zone monétaire doit accepter comme mode de paiement ce que la Banque centrale émet. Bien sûr, ça ne veut pas dire, comme Claude l'a bien montré, que la Banque centrale est la seule à produire, à créer de la monnaie aujourd'hui. Comme il l'a expliqué, une banque commerciale crée de la monnaie à chaque fois qu'ils font un prêt. Mais c'est quoi ce prêt-là? Ce prêt-là, c'est une double promesse. La banque, elle, lorsqu'elle vous crédite votre compte, fait la promesse que si vous voulez vraiment avoir de la monnaie de la Banque centrale, elle pourra vous la donner. Donc, si vous voulez, donc il vous donne, fait un prêt de 1 000 $. C'est une promesse que oui, vous pouvez venir cogner et partir avec la fameuse valise de 1 000 $. C'est pas ce qu'ils font habituellement parce que personne, ou presque très peu de personnes sont assez folles pour partir avec des valises pleines d'argent comme ça, mais c'est cette promesse-là. Et à l'inverse, vous promettez à la Banque centrale de payer ce prêt plus tard. Donc, la création de monnaie est un ensemble de promesses, mais au sommet de la hiérarchie des promesses, il y a la Banque centrale, elle, qui émet, qui est la seule à pouvoir émettre cette monnaie-là que tout le monde doit accepter dans une zone monétaire. À gauche, la Banque centrale européenne, une vingtaine de pays européens se sont mis ensemble pour avoir une seule zone et ils partagent la même monnaie, l'euro. Habituellement, dans la grande majorité des pays, la zone monétaire est égale au pays lui-même. Donc, Réserve fédérale américaine aux États-Unis et ici au Canada, la Banque du Canada. Donc ça, c'est un peu obscur, le monopole de l'émission de la monnaie à cours légal. La Banque centrale est plutôt connue du fait, en fait, de ce pouvoir-là pour son rôle qui est de veiller sur la stabilité des prix et sur la stabilité du système financier. Donc, il faut parler, le sujet du cours, si j'ai bien compris du cycle de conférence, c'est l'état du monde depuis 1990. 2 diapos sur le fait que les banques centrales sont en fait particulièrement vieilles, ont une longue histoire. C'est écrit une longue histoire, c'est bizarre que ce bandeau-là, peu importe, je ne l'essaierai pas, donc c'est écrit une longue histoire. Et la première banque centrale moderne, c'est la Banque d'Angleterre, créée il y a plus de 400 ans. Dans le texte, dans l'acte qui a créé la Banque d'Angleterre, c'est quelque chose qui revient en fait dans presque tous les textes sur les banques centrales, il y a cette mission générale de promouvoir le bien public et l'intérêt de notre peuple. Savez-vous pourquoi, en fait, concrètement, la Banque d'Angleterre a été créée? C'était en fait parce que l'Angleterre est en guerre contre la France, comme il se passait souvent dans ce temps-là, et que le Royaume avait besoin de fonds. Donc, en fait, ils ont créé la Banque d'Angleterre pour accumuler des fonds pour faire la guerre contre la France. Donc, à l'époque, le bien public et l'intérêt du peuple, pour eux, ça voulait dire, en fait, gagner la guerre contre la France. Et ça, c'est un point qui va revenir. À travers l'histoire des banques centrales, qu'est-ce que ça veut dire de servir le peuple a changé à travers le temps. Okay. Donc là, c'était particulier, ce n'est plus le cas que les banques centrales sont créées pour faire directement la guerre, peut-être indirectement, mais ça, c'est une autre chose. Au Canada, la loi de création de la Banque du Canada, c'est la date de 1934. Donc, le texte est un peu long, donc je vais juste identifier, vous alerter sur certains passages. La première chose, c'est que vous voyez aussi une revendication d'une mission extrêmement générale. Pourquoi c'est créé? C'est dans l'intérêt de la vie économique de la nation. À la toute fin, vous voyez, pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada. Et ensuite, le texte de loi, donc ça, c'est dans le préambule, nous spécifie un peu qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, ce n'est pas écrit « faire la guerre », vous allez voir. Mais c'est écrit quand même beaucoup de choses. Donc, réglementer le crédit et la monnaie, protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, donc défendre la valeur du dollar canadien contre le dollar américain, ainsi de suite. Et ensuite, atténuer les fluctuations du niveau général de la production et du commerce, donc
la fluctuation de la production, la fluctuation des échanges internes, le niveau général des prix et le niveau général de l'emploi. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de choses, hein? C'est des grandes variables macroéconomiques, hein, la production, le commerce, prix et emploi. Et la Banque du Canada, à sa création, le législateur s'est dit, bien, banque, tu dois gérer tout ça. Donc ça, c'est au début. Le point principal à retenir sur la période post-1990, dans le monde des banques centrales, c'est qu'il y a un modèle de la Banque centrale qui s'est répandu à l'international. OK? Donc, il y a des variations, bien entendu, mais il y a un modèle, puis ça, c'est un livre d'une collègue de McGill, Juliette Johnson, donc les prêtres de la prospérité, hein, comment les banquiers centraux ont changé le monde dans l'ère post-communiste. Donc, tout particulièrement, ce modèle-là s'est répandu très rapidement parce qu'après la chute du mur, la chute de l'URSS, il y a plein de pays qui se créent. Et là, il y a des gens avec des bonnes idées, des idées du moins, qui arrivent dans ces pays-là et qui, par exemple, hein, font du nation building, créent des institutions et créent des banques centrales avec ce modèle-là. Mais le même modèle est développé dans en fait, toutes les démocraties avancées, donc incluant le Canada et ainsi de suite. Le modèle est relativement simple. En fait, il y a deux grandes composantes. La première composante, c'est que malgré que dans le passé, la Banque centrale a été souvent très, très proche du gouvernement. Le processus décisionnel pour la Banque centrale de création de monnaie, ainsi de suite, a été assez main dans la main avec le gouvernement. On se dit à cette époque-là, ceci n'est pas une bonne idée. On veut autonomiser, rendre plus indépendant la prise de décision. Okay? Donc, le gouvernement ne doit plus dire au président ou au gouverneur d'une banque centrale, voici ce que tu dois faire. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est bien, Banque centrale, focalise-toi sur une chose. Hein. Vous vous rappelez, il y avait plein de choses, faire la guerre, et ainsi de suite, financer la guerre. Là, on a dit, Banque centrale, focalise-toi sur la stabilité des prix et limiter l'inflation. Et au Canada, en fait, il n'y a pas eu de changement de loi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1991, la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, s'est entendue avec le ministère des Finances pour faire un processus qui est renouvelé aux 5 ans, qui est une entente sur la cible d'inflation. Et donc, on dit, Banque centrale, tu dois seulement viser l'inflation. On se parle chaque 5 ans. On se fait un plan sur comment tu vas faire ça. Ensuite, tu vas de ton côté et tu fais le travail. D'accord? Ici, il y a des Européens ici. Hein, donc, la Banque centrale européenne, qui est créée à la fin des années 90, est l'exemplification de ce modèle-là aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement indépendant, par-dessus tous les pays, très difficile à changer son mandat et qui, dans ses textes de loi, dit « focalise-toi sur la cible d'inflation ». Pourquoi? Pourquoi ce modèle? Donc, une façon de le voir, donc là, je vous amène un petit élément théorique de sciences politiques, c'est de penser à qu'est-ce qui fait qu'une prise de décision politique est légitime dans une démocratie? Comment on peut légitimer une prise de décision politique? Parce qu'une prise de décision politique, c'est quoi? C'est une contrainte. Hein? C'est des contraintes sur nous. Quand la Banque centrale prend une décision, bien, ça a des influences, ça avantage certains, ça nuit à certains, mais c'est une contrainte sur les gens. Et là, on peut se demander, bien, hein, pourquoi moi, comme individu, je devrais considérer que cette contrainte est légitime. Donc, il y a une distinction classique en sciences politiques, ou en philosophie politique, en fait même, qui dit qu'il y a deux grands types de légitimité. Il y a une légitimité entrante, donc je reprends des bouts de la fameuse citation de Benjamin Franklin, hein, que le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Donc, la démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement par le peuple. Ça veut dire que la décision émane du peuple. C'est la légitimité entrante. S'il y a une décision qui est prise et qui vient du peuple, on peut dire qu'il y a une forme de légitimité. La démocratie, c'est aussi un système pour le peuple. On veut servir les intérêts du peuple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la légitimité sortante. Donc, si les décisions, même si elles viennent du peuple, nuisent au peuple, ben, ce serait une décision qui pourrait être considérée illégitime. Vous voyez la distinction? Donc, les conséquences de la décision versus d'où émane le processus décisionnel. Donc, cette distinction-là est vraiment aidante pour comprendre pourquoi le modèle de la Banque centrale indépendante a été mis en place. La première, c'est que dans les années 80, il y a beaucoup de penseurs influents, du moins, qui disent, ben, l'ingérence des élus, on se met à craindre l'ingérence des élus, donc du gouvernement, sur la politique monétaire. Et l'idée est la suivante, c'est que pour contrôler l'inflation,
Si vous êtes la banque centrale, vous êtes une banquière ou un banquier central, et là, vous voyez qu'il y a de l'inflation, je veux contrôler ça. Donc, vous allez, et vous dites, je vais prendre des décisions fermes. Donc, vous dites aux gens, attention, là, moi, je vais faire des mesures, je vais augmenter le taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Okay? Il faut être crédible. Il faut que les gens fassent comme, oh oui, ça s'en vient, il faut que je me prépare, il faut que je change mes décisions, et ainsi de suite. Et selon ces penseurs-là, en fait, les élus sont peu crédibles en la matière. Pourquoi? Donc, la raison la plus de base, ce serait le processus électoraliste. La meilleure façon pour avoir un petit boom de production juste avant les élections, c'est quoi? C'est de générer plus de crédit et donc de générer de l'inflation. D'accord? Comment vous voulez être certain que quand vous rentrez en élection, le PIB augmente à bon rythme? C'est juste le bon moment, vous créez du crédit, vous générez de l'inflation d'un côté, donc vous n'êtes pas à même de juguler l'inflation, et de l'autre, vous avez un beau PIB croissant quand vous arrivez en élection, et on sait que si vous rentrez en élection, si vous êtes le gouvernement sortant, l'élection commence et que vous êtes en situation de crise, ça ne va pas bien, la majorité du temps, vous n'êtes pas réélu. Okay? Donc, ça, c'est l'idée de base, mais sur plein de modèles économiques là-dessus, c'est plus compliqué. Mais vous voyez, l'idée, donc, c'est les élus sont une source de légitimité entrante. Peut-être qu'on aimerait mieux avoir une démocratie directe, mais dans un système de démocratie représentative, la légitimité entrante vient des élus. Et là, on se dit, en fait, les élus, pour la légitimité sortante sur l'inflation, c'est pas mal faible. Comme ils n'ont pas la crédibilité, on ne peut pas leur faire confiance pour avoir quelque chose qu'on veut bien, c'est-à-dire la stabilité des prix. Donc ça, c'est d'un côté, donc, qui explique pourquoi on coupe le lien entre le gouvernement et la décision sur la politique monétaire. Et de l'autre côté, pourquoi on limite à l'inflation? C'est quand même un peu inquiétant de donner les clés de la maison à une organisation non élue comme la Banque centrale. Okay? Parce que, justement, elle manque de légitimité entrante. Et tout particulièrement, la majorité, sinon l'entièreté des décisions politiques fait des gagnants et fait des perdants. Et c'est des décisions qui ont des impacts distributifs. Et donc, on veut laisser les choix distributifs chauds aux élus. Et là, on a, je pourrais dire à ce moment, inventé un peu un mythe qui est que l'inflation, contrôler ça, c'est bon pour tout le monde, de façon égale. Okay? Donc, on peut comprendre un peu l'idée. Donc, si on dit c'est pour le peuple, il n'y a pas grand monde dans une société qui veut avoir une inflation galopante. Donc, pour le peuple en général, c'est un objectif qui crée peu, selon le modèle général, le modèle dominant d'enjeux distributifs. Donc, on dit Banque centrale, tu ne fais qu'une chose. Tu ne fais que contrôler l'inflation. Et ça, comme c'est bien pour tout le monde, tu vas pouvoir nous générer beaucoup de légitimité sortante. Ça va être bon pour le peuple. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on va avoir moins de légitimité entrante, mais on est prêt à accepter ça. D'accord? Vous voyez l'argument? Super. Et Maestro, donc Claude en a parlé, donc ça c'est Alan Greenspan, qui était président de la Réserve fédérale américaine de 1986 à 2006, 20 ans. Et d'une certaine façon, ça c'est, excusez-moi, c'est l'inflation dans les pays, l'inflation moyenne dans les pays à haut revenu de 1980, excusez-moi, c'est bien trop petit, de 1980 jusqu'à avant la période récente d'inflation 2021. Là, je vous garde les punchs pour la fin. On va en parler plus tard, comme dirait Claude. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, donc Greenspan bat la mesure, il est le maestro et la promesse de contrôler l'inflation. C'est impressionnant. Donc, au niveau macroéconomique, ce résultat-là, est-ce que c'est du fait de cette réforme-là? On pourra en débattre, on en débat dans la littérature savante, mais le résultat est assez impressionnant. Puis là-dedans, vous voyez, ça, c'est juste l'inflation. Donc, j'ai enlevé d'autres types de variables, comme par exemple les crises financières, et ainsi de suite, mais juste sur leur cible qui est de contrôler l'inflation, c'est assez impressionnant. Donc, je ne sais pas si vous ne voyez pas l'axe des Y, là, mais ici, c'est 2,5 %. Donc, on parle de presque plus de 12% au début des années 80, et on diminue ça dans une fourchette là, bien en bas de 5 %. Donc, d'une certaine façon, c'est un modèle triomphant. Okay? Là, ce que je veux faire avec vous, c'est vous montrer que ce modèle-là, de la Banque centrale indépendante, passe à travers différentes épreuves. J'en ai sélectionné 3.
Et qui fait que ce modèle-là, en fait, est fragile, malgré ce résultat-là particulièrement impressionnant jusqu'à récemment. Et le punch, je vous dis tout de suite la fin de l'histoire, le moment actuel, qui est un retour de l'inflation, va peut-être démontrer que la Banque centrale indépendante est même pas si bonne que ça, finalement, à atteindre le seul objectif qu'on lui a donné au départ. Et donc, le modèle est vraiment fragilisé. Donc, allons-y, avant d'arriver à aujourd'hui, allons-y avec les trois épreuves. Première épreuve, donc la crise financière globale de 2007-2008, dont Claude a parlé. Donc, Lehman Brothers, hein, donc c'est Lehman Brothers, donc c'est l'analogue, mais beaucoup plus gros de la Silicon Valley Bank aujourd'hui. Donc, Lehman Brothers déclare faillite en septembre 2008. La crise avait commencé avant, en fait, mais c'était un peu les geeks, justement, qui en parlaient. Et là, cette banque-là, en fait, la Silicon Valley Bank, j'ai oublié, elle est combienième dans les banques aux États-Unis, mais Lehman Brothers était la 4e plus grosse banque d'investissement aux États-Unis quand elle fait des faux de paiement. Okay? Donc, c'est énorme comme effet. En 2008, vous avez une iconographie débordante, incluant justement The Economist, qui dit que la théorie économique est en train de se, comment on dit, donc de se liquéfier, merci. Donc, ça va mal du côté du système financier, mais aussi de l'appareillage intellectuel qui était supporté notre ami le maestro ici. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, les banques centrales font en gros 2 choses. Hein. La première chose, c'est que pour éviter l'effondrement du système, okay, au lieu de juste jouer de la baguette tranquillement, ils changent de rôle et ils deviennent beaucoup plus agressifs sur leur intervention dans les marchés. Donc, c'est à ce moment-là que les banques centrales occidentales adoptent quelque chose que le Japon faisait, que la Banque du Japon faisait déjà depuis plusieurs années, qui est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Quelqu'un sait c'est quoi l'assouplissement quantitatif? Non. Hein? C'est assez simple. Donc, la Banque centrale a la possibilité de créer de la monnaie, comme je vous ai dit, hein, de la monnaie high power, parce qu'elle a un cours légal. Et ce que la Banque centrale fait, c'est qu'elle achète des titres directement sur les marchés en échange de cette monnaie-là. Donc, auprès au départ, les banques commerciales, ainsi de suite, mais ça se complexifie. Donc, au début, elle se met à acheter juste plein de bons du Trésor. Donc, elle injecte de la nouvelle liquidité en achetant des bons du Trésor. Et tranquillement, comme ils viennent d'avoir un gros portfolio de bons du Trésor, ils se mettent à acheter des bons d'entreprise. Et de plus en plus, on achète différents titres. Hein. Donc, on fait de l'injection massive de liquidité dans le système avec cet nouvel argent créé par la Banque centrale. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte finalement que, on avait un peu oublié l'instabilité financière, hein, justement avec l'histoire de la grande modération que Claude racontait. Il y avait un mythe que tout le monde reconnaît comme un mythe aujourd'hui, hein, que si la Banque centrale se concentrait juste sur la stabilité des prix, l'innovation financière de l'époque, donc créer des nouveaux actifs là, sur plein d'affaires bizarres, allait contrôler les fluctuations financières. Il y avait cette idée-là que l'innovation du système financier allait faire que la Banque centrale n'avait plus besoin de s'occuper de fluctuations financières. Ça a été mis à mal avec cette crise-là. Donc, ils se font donner, beaucoup de banques centrales à travers le monde se font donner des nouvelles responsabilités. Donc, l'idée ici importante, avec notre petite histoire du début, là, de pourquoi il y a le modèle de la Banque centrale indépendante, c'est qu'on donne plus de missions et de leviers à la Banque centrale. Et avec la crise de 2007-2008, on redonne à cette institution qu'on a isolée du politique plus de leviers. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'en 2009, tout à coup, la théorie économique n'est plus en train de se liquéfier. Ben Bernanke, qui devient le président de la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine après Greenspan, est nommé Person of the Year, hein, la personne de l'année, juste en 2009, donc juste après. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'il sauve, il est considéré comme celui qui aurait sauvé le système. Une autre conséquence directe de ça, donc ça, c'est la quantité d'actifs, un peu le portfolio des banques centrales. J'en ai pris 3 ici, Banque d'Angleterre, Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne. Et ce que vous voyez, donc j'ai indexé à 2003, je pense. Donc tout le monde part à 100 en 2003. Et ce que vous voyez, donc je ne veux pas aller là-bas parce qu'il faut que je reste proche du micro, mais vous voyez ici, c'est la crise financière. Donc il y a une explosion
du portfolio. Ils achètent justement plein de bons en injectant de la monnaie. Donc, leur présence sur les marchés devient beaucoup plus importante. Et on voit qu'il y a d'autres soubresauts après. Prenons, vous voyez que la Banque fédérale américaine, c'est vraiment ici que ça commence. Puis après ça, il y a différents soubresauts, comme Claude disait. Hein, la crise financière ne se résorbe pas en une année. C'est intéressant, la Banque d'Angleterre. Vous êtes capable de dater, donc ça, c'est la crise financière initiale. Qu'est-ce qui se passe ici? Et surtout, qu'est-ce qui se passe ici? Un peu d'histoire de l'Angleterre des 15 dernières années? Oui? Ouais, le troisième pic, c'est le Brexit. Hein? Donc, le troisième pic, quand le Brexit, la Banque d'Angleterre dit « Oh, zut, on a un gros problème devant nous, donc il y a une autre injection de liquidité massive. » Donc, l'idée ici, c'est que je vais vous passer, c'est que l'idée d'injecter de façon assez agressive des liquidités dans le marché, ce n'est pas juste 2007-2008, puis après ça, on arrête. On a continué et vous allez voir qu'avec la COVID, c'était encore beaucoup, cette injection était beaucoup plus grande. Donc, la conséquence un peu plus lointaine de ces actions-là, c'est que premièrement, dans les cercles de spécialistes, on se met à dire, mais la Banque centrale n'est plus cette petite organisation qu'on lui donne une petite mission, puis elle fait ça dans son coin, puis c'est the only game in town. Hein, donc, elle est devenue centrale plus qu'au sens d'être celle qui a l'émission, qui a le monopole de l'émission de la monnaie à cours légal. Et donc, on a divers groupes. Ici, c'est le groupe qui s'appelle FedUp aux États-Unis, qui dit, ce que vous faites là, c'est des injections massives. On considère que ça génère des inégalités socio-économiques. Hein, ça ne sert pas tout le monde de la même façon. Vous aidez certains, vous nuisez à d'autres, et we're fed up. Hein, on est tanné que vous puissiez faire ça dans votre coin sans légitimité entrante. Puis il y a ça, donc vous voyez la mise à l'épreuve. Hein? On se fait donner plus de pouvoir, puis après ça, on se fait rattraper en disant hey, non, mais quelle légitimité as-tu d'aider Wall Street et pas d'aider les communautés locales marginalisées? Donc, ça, c'est la première épreuve. Oups, pas ce que je voulais faire. Deuxième épreuve. Une épreuve donc, qui est moins datée. C'est-à-dire que c'est une épreuve auquel on fait tous face. C'est la crise climatique. Donc, avec cette vision-là qui émerge en 2007-2008 et subséquente, que la Banque centrale a quand même des capacités d'action assez incroyables. Et les gens qui militent pour l'action sur les changements climatiques te disent, mais Banque centrale, que fais-tu contre les changements climatiques? Es-tu une actrice de changement? Et là, ici, c'est Mark Carney, qui était d'abord gouverneur de la Banque du Canada, ensuite gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a en partie commencé à thématiser ça à l'intérieur des cercles de banquiers centraux, disait, est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour la crise climatique? Et de façon très intéressante, il y a eu des grands développements. Okay? Ils ne sont pas juste restés à jaser dans leur coin. Ici, on a Isabelle Schnabel, qui est une membre du directoire de la BCE, en gros, le groupe qui décide à l'intérieur de la Banque centrale européenne de la politique monétaire. Elle est arrivée en 2019 et c'est comme une militante écologique, si je peux dire, à l'intérieur de la BCE. Elle nous dit donc, sans préjudice pour la stabilité des prix, donc vous voyez, on affirme quand même que le but de la Banque centrale premier, c'est la stabilité des prix. Nous devons veiller, donc la Banque centrale européenne doit veiller à ce que toutes les politiques de la BCE, la Banque centrale européenne, soient alignées sur les objectifs de l'accord de Paris. C'est quoi l'accord de Paris? Un grand accord qui veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Donc, elle dit quoi? Elle dit qu'il ne faut pas juste viser le contrôle de l'inflation, il faut aussi viser la lutte au changement climatique. Okay. Et comment ça se réalise dans les faits? C'est que depuis quelques mois, en fait, depuis octobre 2022, la Banque centrale européenne, quand elle achète des actifs, comme je vous expliquais tantôt, elle achète des bons du Trésor, mais elle achète aussi des bons d'entreprise, j'allais dire biaise, mais ce n'est pas ça, il y a des tilts. Donc, elle ajuste ses achats pour favoriser des entreprises qui ont un bilan climatique plus vert, qui est pour les changements climatiques probablement une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on favorise des groupes et on défavorise d'autres. Ici, à la lumière de l'objectif des changements climatiques, mais il reste que dans les faits, la Banque centrale, elle, se mouille en disant « moi, je favorise tel groupe et pas vous autres. Vous autres, vous êtes bruns, vous autres, vous êtes verts, on va avec les verts. Okay. Qui
nuit à cette idée-là, quand même, que la Banque centrale fait quelque chose pour le bien du peuple, hein, le peuple dans toute son abstraction et sa beauté. Mais là, hein, on choisit nos batailles. Ça, c'est la deuxième épreuve. Troisième épreuve, c'est la crise de la COVID. Donc, donc je vous ai parlé de l'enjeu des inégalités avec la Banque centrale hein, à partir de 2007-2008. Avant la COVID, en gros, le discours des banquiers centraux, c'était ce que Janet Yellen, qui était à l'époque la présidente de la Réserve fédérale, nous disait. Elle dit, moi, bonne démocrate, je me soucie des inégalités. Malheureusement, la Banque centrale, nous, hein, la Réserve fédérale, nous n'avons pas les outils en politique monétaire pour cibler des groupes particuliers. Donc, je me soucie des inégalités, mais je ne peux rien faire. Parce qu'en gros, hein, il disait, ben, on a juste un impact sur les prix, hein, le niveau des prix globaux, pas en particulier. Qu'est-ce qui se passe avec la crise de la COVID? Donc ça, c'est les mêmes données que je vous ai montrées tantôt sur la quantité, la grosseur du portfolio des banques centrales. Et là, j'ai rajouté la COVID. Okay? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais j'avais coupé ici tantôt. Okay? Donc ça, c'est la Réserve fédérale. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est la Banque du Canada. La Banque du Canada, on n'a pas eu une crise bancaire de l'ampleur des autres pays en 2007-2008, donc il n'y a pas eu d'assouplissement quantitatif au Canada. Donc, vous voyez que ça reste flat, ça reste plat ou presque. Et là, il y a la COVID et l'assouplissement quantitatif, ça redémarre, mais de plus belle, en une explosion. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, donc on passe de 100 à 1000, donc on fait x10, même x12 le bilan financier, le bilan la quantité d'actifs d'une banque centrale en l'espace de quelques mois. Okay, pendant que, je ne sais pas, Trudeau et Legault faisaient plein de simagrées, puis faisaient des communiqués, pas de communiqués de presse, mais une conférence de presse chaque jour. Bien, les banquiers centraux, eux autres, injectaient des liquidités de façon jamais vue à ce moment-là. Mais le plus intéressant pour nous, pour ma petite démonstration, c'est qu'ils développent des programmes spéciaux qui visent, en fait, des segments particuliers de la population. Hein, donc, vous vous rappelez, Yellen disait, désolé, on ne peut pas agir sur les inégalités parce qu'on n'est pas capable de cibler des groupes particuliers. Ici, on a, j'ai oublié son prénom, Isabelle, je pense, en tout cas non, mais Brainard, qui est aussi une membre ça s'appelle le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Elle parle donc devant des banques locales. Comme Claude disait, il y a plein de banques, hein, il y a des multitudes de banques locales aux États-Unis. Donc, il y a des représentants des banques locales, puis elle parle de programme qui s'appelle le Paycheck Protection Program qu'ils ont développé. Et elle dit à ces gens-là, votre expérience hein, avec les emprunteurs ici de minorités et votre connaissance des communautés locales font de vous des partenaires essentiels pour nous permettre de quoi? D'exactement cibler nos outils pour aider les gens à faible revenu, les petites entreprises des minorités et leurs communautés. Donc, en fait, les banques centrales, pendant la COVID, ont démontré qu'ils étaient capables de cibler des segments de la population. Exactement le contraire de ce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de faire. J'ai fait ça vite, mais on arrive à la fin. C'est bon? Hein? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais, vous présenter c'était quoi une banque centrale. Ce n'est pas un centre de données. Je voulais vous dire qu'il y a un modèle qui s'est répandu à travers le monde qui s'appelle la Banque centrale indépendante. Et je voulais surtout vous dire que c'est un modèle instable. C'est un modèle instable, pourquoi? Parce qu'il est basé sur cette idée-là qu'on enlève la légitimité entrante pour gagner en légitimité sortante en limitant les pouvoirs, hein, par ailleurs en limitant les pouvoirs de la Banque centrale. Mais ce qu'on a vu dans les 30 dernières années, c'est que les banques centrales ont été appelées, puis aussi parce qu'il y a des dynamiques internes, toute organisation veut augmenter son pouvoir d'action, ils ont été appelés à faire des actions de plus en plus ambitieuses qui ont manifestement des effets distributifs. Ceci s'est fait sans augmenter la légitimité entrante. Donc, l'idée que les banques centrales doivent rester indépendantes du gouvernement est encore là. Donc là, on n'a plus le même balance, équilibre entre faible légitimité entrante, mais aussi faible impact sur les effets distributifs. Donc, c'est intéressant déjà, mais là, la crise de l'inflation actuelle ajoute un élément d'instabilité, c'est-à-dire que c'est quoi la crise de l'inflation pour les banquiers centraux aujourd'hui? C'est un test, hein? C'est un test de leur légitimité sortante, parce que la chose où ils étaient clairement bons, hein, maestro, c'était le contrôle de l'inflation. Depuis les années 90, l'inflation dans les
économies avancées étaient particulièrement stables. Ils avaient même de la difficulté, en fait, des fois, essayer de la faire décoller, ce n'était pas facile. Particulièrement stable. Ce qu'on a, donc ici, vous avez les données de l'inflation au Canada. Vous voyez, en fait, qu'on est revenu où? On est revenu à pire que, en fait, les années 80. Les années 80 qui précédaient, en fait, le modèle de la Banque centrale indépendante. Okay? Je ne sais pas, moi, je ne prédis pas les flux financiers, je ne prédis pas ce qui va se passer, mais on vit un moment d'inquiétude dans la communauté des banques centrales parce qu'ils ne sont pas capables de démontrer qu'ils sont au moins une communauté bonne pour contrôler, pour faire un sortant, réaliser l'objectif principal qui est le contrôle des prix. Bien, peut-être que le modèle va être critiqué encore plus fort qu'il a été dans la dernière décennie. Je finis juste avec... donc, tout ça, ça vient de où? Donc, il y a ce bouquin-là, effectivement, qu'on a publié. Les banques centrales servent-elles nos intérêts? Donc, le bout sur la nouvelle dynamique sur les inégalités tout récente, c'est publié dans un collectif qui s'appelle Central Banking Monetary Policy and Social Responsibility. Et on a un papier qui va être publié dans un autre bouquin dont j'ai oublié le nom, sur le tournant vers des banquiers centraux. Merci de votre attention. Alors, comme on n'a pas de questions de la maison, on va prendre la pause, puis on va recommencer pour la paire de questions vers les 50. D'accord?